de la session. Je vois que voilà, l'enregistrement a commencé, donc c'est parfait. Donc, à l'issue de cette OK, session, parfait. vous recevrez un petit courriel. On y ajoutera également la présentation d'Aurore ainsi que l'enregistrement de cette session. Alors, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième session du programme Flexipreneur. Le thème aujourd'hui, fixer le bon prix, donner de la valeur à votre savoir-faire. Donc, on va parler finances. Vous allez comprendre comment calculer, assumer et ajuster vos prix pour bâtir une activité rentable à côté de votre emploi. On va aussi parler budgétisation, trésorerie, planification fiscale, ainsi que d'autres thèmes liés à la finance d'entreprise. Donc, certains d'entre vous qui étaient là la semaine dernière me connaissent. Mon nom est Stéphane Buck. Je suis directeur des affaires entrepreneuriales et développement d'affaires à la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre experte en finance, Aurore Bouix, qui est directrice générale et associée d'AB Solutions Admin. AB Solutions Admin est une entreprise franco-ontarienne qui propose des services aux entreprises qui souhaitent externaliser leur gestion administrative et comptable. Aurore pourra vous en dire un petit peu plus sur les services qu'ils offrent. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Une dernière petite chose avant de passer la parole à Aurore. Je voulais juste vous rappeler que ce programme est un programme qui est soutenu par le gouvernement fédéral et FedEv Ontario, et que ce programme n'aurait pas été possible sans le soutien du centre d'affaires Simco Nord, qui est une ressource de confiance pour les propriétaires de PME, les entrepreneurs en démarrage, les travailleurs autonomes. Donc, le centre d'affaires offre du mentorat, des formations, des options de financement et un accompagnement concret à chaque étape du parcours entrepreneurial. Autre partenaire de ce programme, la fédération que je représente, la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau d'affaires provincial qui met en valeur la francophonie comme atout économique, créateur d'opportunités d'affaires et d'emplois. Nous offrons aux entrepreneurs franco-ontariens des services de conseil spécialisés, des ateliers mensuels, une plateforme de mise en relation B2B qui s'appelle Quartier d'affaires et des événements de réseautage à travers la province. Et puis, dernier partenaire, non des moindres, le Centre d'innovation Route 93, qui est un espace collaboratif où entrepreneurs, dirigeants et innovateurs se réunissent pour bâtir, apprendre et grandir ensemble, que vous lancez un projet ou que vous cherchiez à développer votre activité. Donc voilà, comme on est un petit groupe ce soir, il y aura peut-être des gens qui vont se joindre à nous par la suite, mais comme on est un petit groupe, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours de route. Donc je vous invite à les écrire dans le chat et puis on pourra y répondre au fur et à mesure. Voilà. Mais écoutez, je passe la parole à Aurore et à plus tard, à la fin de la session. Merci beaucoup, Stéphane. Euh, je voulais juste m'assurer, est-ce que vous voyez mon partage d'écran ou. Oui, on voit la page, la première page, oui. OK, parfait. Fait que je voulais juste m'assurer de ça parce que c'est un peu nouveau pour moi de partager directement de cette façon-là. D'habitude, je fais ça autrement. Fait que voilà. Ben, bonsoir à toutes, puis merci de votre présence. Donc, comme l'a dit Stéphane, on va parler ce soir finalement du nerf de la guerre au niveau des finances pour une entreprise et puis comment fixer le bon prix, donner de la valeur à votre savoir-faire. Donc, et comme il a dit aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. On veut ça aussi que ça soit interactif. Donc, peut-être deux petits mots pour me présenter. Je m'appelle Aurore Bouix. Donc, comme il a dit Stéphane, je suis la fondatrice et la directrice générale de AB Solutions Group. On est basé en Ontario. C'est une entreprise qui a vu le jour il y a un peu plus de 7 ans. Et donc, le processus dans lequel vous êtes en train de passer, finalement, je suis passée, moi, il y a quelques années aussi en arrière. Et donc, c'est quelque chose que j'ai eu aussi à faire, puis que j'ai souvent à me reposer la question pour pouvoir faire évoluer l'entreprise aussi. Donc, on va regarder aujourd'hui, donc, comprendre comment calculer, assumer et ajuster votre prix pour bâtir une activité rentable à côté de votre emploi. Donc, le plus important, c'est de ne pas juste fixer un prix pour se dire, bah, on pense que c'est un prix qui va être très bien, puis que le client va accepter ou le prospect va accepter. Il faut qu'on voie plusieurs paramètres pour être sûr que ce prix, finalement, à la fois soit sympathique pour votre prospect ou client, mais aussi qui pour vous soit rentable de votre côté, puis vous permette
d'atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés, que ce soit un salaire en à côté ou que ce soit un développement d'entreprise un peu plus par la suite. Alors, pourquoi le prix est crucial? Les premiers points qu'il faut voir là-dessus, c'est qu'un prix, c'est pas juste un montant ou un chiffre, c'est une valeur que vous allez donner à votre produit ou à votre service. Et cette valeur, elle repose sur votre expertise. Ce que vous êtes en train de vendre, c'est une connaissance que vous avez, c'est quelque chose que vous avez acquis, que vous avez développé. Et ça a une valeur, et ça a une valeur intellectuelle, mais ça a aussi une valeur monétaire. Et c'est extrêmement important de pas sous-estimer cette valeur parce que vous allez voir, on va le voir un peu plus loin, mais ça permet aussi de pouvoir vous situer dans votre positionnement au milieu de votre concurrence qu'il peut y avoir autour de vous. C'est important de connaître vos compétiteurs, c'est important de connaître les prix qu'ils peuvent exercer. C'est pas toujours facile à savoir, mais c'est intéressant d'aller se renseigner et de voir un petit peu ce qui se fait autour de nous pour ne pas non plus être trop bas, mais pas être trop haut, mais être vraiment dans une fourchette qui va être correcte à la fois pour vous et votre client. Et aussi, ce chiffre, c'est aussi une rentabilité, parce que cette rentabilité va vous permettre de réinvestir dans des budgets divers de votre entreprise qui vont permettre à votre entreprise d'aller vers une croissance, qui va permettre que vous puissiez réinvestir cet argent, soit pour vous-même si c'est votre objectif au niveau salarial finalement, soit si c'est pour développer et amener une croissance au sein de votre entreprise, cet argent-là, vous allez le redépenser dans des budgets marketing, dans des budgets de formation, dans des logiciels qui vont apporter une plus-value à vos services ou vous allez travailler avec des sous-traitants qui vont apporter un meilleur prix, un meilleur produit ou une meilleure qualité de produit. Donc, peu importe votre cible, ça, c'est important que votre rentabilité, finalement, vous la calculiez aussi. Alors, l'erreur qu'on voit souvent chez des auto-entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs, c'est de fixer un prix et un tarif qui est très bas. Pourquoi? Parce que avant tout, la chose qu'on se dit souvent, c'est que euh, on veut qu'un prospect ou un client nous achète, fait qu'on se dit que le plus bas prix va nous positionner en premier sur toute une liste de devis que le prospect ou le client va recevoir. Sachez une chose, c'est que c'est pas forcément vrai. On verra ça un petit peu plus loin pourquoi. Mais en plus, vous allez vous essouffler très rapidement dans ce genre de choses-là parce que vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas retirer assez de bénéfices et que vous allez mettre énormément d'énergie pour très peu de résultats et que vous allez finalement vouloir abandonner par la suite. Donc, fixer le bon prix, c'est se respecter, donc respecter la valeur que l'on apporte à un client, mais aussi c'est préparer sa croissance, donc faire grandir l'œuvre dans laquelle vous êtes engagé. Donc, je vous ai mis des petites phrases clés à chacune des vignettes parce que pour moi, je pense que c'est important, mais le prix que vous fixez détermine si vous avez un projet ou une entreprise. Donc, ça, c'est des petits points à voir, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Euh, la deuxième chose que on va voir, c'est connaître ses coûts réels. Donc, pour vous, pour que vous puissiez fixer un prix qui est juste, qui va être rentable, il faut que vous soyez conscient des coûts que vous allez avoir et qui vont avoir un impact sur votre, on appelle ça un coût de revient, qui vont avoir un impact parce que ce soit un produit ou un service, il y a des coûts associés. Il y a des coûts directs qui sont associés, qui peuvent être du matériel, qui peuvent être des logiciels, qui peuvent être des déplacements, qui peuvent être plusieurs autres choses. Vous pouvez avoir un loyer à ça, vous pouvez avoir ce genre de choses-là. Puis vous allez avoir des coûts indirects qui vont être du temps administratif. Il faut savoir que la gestion administrative d'une entreprise est assez énergivore. C'est pas,
il faut vraiment le comprendre. Donc, vous allez pouvoir des fois passer quand même un certain pourcentage de votre temps dans la semaine à devoir gérer cette partie-là de votre entreprise parce que vous n'avez pas le choix. Il faut que votre entreprise continue à être conforme à ce que les entités gouvernementales peuvent demander, aux normes qu'on doit respecter. Vous allez devoir apporter aussi un suivi au niveau de votre clientèle. Ça peut être des contrats, des soumissions, etc. Ben, ça, c'est toute une gestion administrative. Ce temps-là, finalement, n'est pas, vous ne pouvez pas le facturer à un client. Donc, on vient le rechercher dans notre coût de revient, on vient calculer dans notre prix ce temps-là qu'on estime à peu près à 15% aujourd'hui. On va avoir du marketing dans ces coûts indirects, on va avoir les impôts aussi, qu'il faut ne pas oublier. Donc, souvent, au prix de base que l'on vient, on vient ajouter finalement une marge de profit en environ de 20 à 30%. Donc, et cela va vous permettre vraiment d'avoir votre prix de départ et de pouvoir proposer le prix à votre clientèle. Donc, par exemple, si vous facturez 40 dollars par heure, mais que vous passez 15% de temps en administratif, votre réel tarif va être de 34 dollars. Donc, c'est d'en prendre conscience parce que finalement, à 34 dollars, est-ce que vous êtes dans la cible que vous souhaitez ou est-ce que vous êtes en dehors de cette cible? Donc, trois méthodes simples pour fixer votre prix. Le premier, il y a le coût. Donc, on l'a vu plus dans la vignette d'avant. Donc, listez vos coûts. Vous pouvez trouver des templates ou peut-être que Stéphane, vous allez leur mettre ça dans le programme, je ne sais pas exactement, mais vous pouvez trouver des listes de coûts qui existent, directs et indirects, qui vous permet un petit peu de voir le tout. Puis, vous pouvez, moi, je vous invite à le faire, de mettre vos montants aussi associés à chaque ligne, si c'est un téléphone, un loyer, si ça peut être des achats, un ordinateur, des logiciels, etc., pour que vous puissiez avoir votre budget au niveau des dépenses qui va être vraiment complet. Plus vous allez ajouter la marge à ça. Donc, on a parlé de 15 à 20% ou 20 à 30%. Donc, ça, c'est idéal pour débuter. Ensuite, la deuxième méthode, ça serait la valeur qui est perçue. Donc, selon ce que vous offrez, utile souvent pour les services, mais même pour les produits, mais c'est important que vous puissiez lister la valeur de votre produit ou de votre service. Si quelqu'un prend un de vos services, il y a une valeur ajoutée à ça. Qu'est-ce que ça peut être? Il peut gagner du temps, il peut avoir une expertise développée en marketing, par exemple. Ça peut être que vous ayez telle connaissance là-dessus. Vous pouvez amener votre client à pouvoir avoir une visibilité assez rapide avec telle stratégie, etc., etc. Donc, ça serait à vous de lister cette valeur. Quelle est-elle? Il faut l'énumérer, il faut la mettre sur papier, c'est important parce que quand vous allez arriver au stade de vouloir vous vendre, il faut que vous puissiez pouvoir le dire. Un troisième point, ça serait donc la connaissance de votre marché. Qui sont vos concurrents, qui sont vos compétiteurs? Vous pouvez rechercher ça aujourd'hui sur la toile, sur Google ou même avec l'IA si vous utilisez l'IA. Vous pouvez lui demander de faire une liste des compétiteurs existants, soit dans la province où vous êtes, soit dans la ville où vous êtes, dépendamment de ce que vous vendez. Et puis ça peut être vraiment ça peut être un atout pour vous parce que vous allez pouvoir voir les prix qu'ils proposent et au prix, la valeur qu'ils proposent. Souvent, alors, des fois, on ne trouve pas toujours le prix via leur site internet ou etc. Mais vous pouvez peut-être leur faire un courriel par rapport à ça pour simuler une demande de service ou de produit, puis aller voir ce qu'ils vendent exactement pour voir un petit peu où est-ce que vous pourriez vous situer. Et vous, ça vous permettrait finalement de trouver votre juste prix dans le marché actuel et au niveau de vos concurrents qui se font. Alors, ne vendez pas votre temps, vendez la valeur que vous apportez. Et ça, c'est très important parce que si vous calculez juste par heure de travail et puis vous dites, moi, je vais être Pareil, moi, rémunéré non. C'est que tant, ces organismes
Si je crois veux que être en... quelqu'un... Ah, pardon, ouais, c'est bon, ça s'est Oui. arrêté. Si je veux être rémunéré tant, ben, vous allez tomber dans l'erreur de 1 heure de travail pour tant de dollars. La problématique, c'est que vous n'allez pas calculer votre valeur, vous n'allez pas forcément calculer votre rentabilité. Et puis, c'est pas je dirais que c'est pas le meilleur moyen d'aller et de développer un prix, dans le fond. Euh, Est-ce que peut-être des personnes ont des questions rendues là ou c'est assez clair pour tout le monde? On va avancer. Alors, il y a une chose aussi que je pense que je voulais ajouter, puis ça va être à ce niveau-là. Donc, budgétisation et trésorerie. Donc, on a vu que c'est important de lister vos dépenses mensuelles et les revenus visés. Ce qui va être important à ce temps-là, c'est d'avoir mis en place vos objectifs SMART. Les objectifs SMART, je pense que vous le verrez peut-être dans la formation, vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est, mais finalement, c'est ces objectifs qui sont précis et qui vous donnent une timeline dans laquelle les exécuter et que ça va vous aider, ça va vous conduire en fait sur le chemin dans lequel vous êtes. Donc, listez vos dépenses mensuelles et les revenus visés. Si vous voulez, je ne sais pas, augmenter vos revenus de 1500 dollars par mois, combien d'heures ça va vous prendre pour arriver à cela? Combien d'heures vous allez avoir besoin de travailler en plus? Combien de clients vous allez avoir besoin d'acquérir? Et finalement, à combien votre horaire va être à ce moment-là? Donc, ça, en connaissant à la fois vos dépenses et vos objectifs de revenus visés, ça va vous permettre de déterminer combien d'heures ou de ventes vous allez devoir effectuer. Et ça, c'est très important de le fixer au tout début et c'est un des premiers exercices à faire pour pouvoir savoir exactement au taux horaire que vous allez avoir. Parce que si vous voulez un taux horaire de 100 dollars, par exemple, par heure, et il vous faut 10 ventes, combien de clients vous devez acquérir pour le mois pour y arriver. Donc, il y a tout ça à regarder pour être sûr que ben, vous arriviez à vos objectifs et aussi, ben, quand vous comptez vos dépenses et que vous comptez vos revenus, faites attention que vos revenus, quand vous avez enlevé toutes vos dépenses, vos impôts à payer, etc., vous ayez le revenu désiré. Mais pas seulement, ne mettez pas le revenu désiré forcément avant vos charges. Parce que si vous le mettez avant vos charges, ce que vous allez avoir à la fin, c'est le restant. Est-ce que ça va vous suffire? Est-ce que c'est votre objectif? Ça, c'est toute une évaluation à faire et à regarder de votre côté. La chose que je recommande aussi, c'est de créer un compte séparé pour votre activité. Et beaucoup d'auto-entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs, au début, pour limiter les frais, etc., utilisent leur propre compte de banque personnel. C'est quelque chose que je déconseille, puis je vais vous dire pourquoi je le déconseille. C'est parce que quand vous allez vouloir faire votre tenue de livre et éventuellement votre déclaration annuelle d'impôt, vous allez aller voir votre comptable, bah, vous allez avoir à la fois vos dépenses personnelles et vos revenus et ça va vous demander beaucoup plus de travail. Donc moi, souvent, je recommande avoir vraiment un compte séparé de banque. Souvent, les institutions bancaires font des très bons tarifs pour les jeunes entrepreneurs et ça va vous permettre vraiment de séparer le tout puis de pas forcément mélanger et vos relevés de compte bancaire reflèteront complètement votre entreprise et les dépenses et les revenus qui vont y rentrer, plutôt que d'avoir à la fois votre épicerie personnelle, vos stations essence, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir des fois dans notre jeune clientèle, puis c'est pas toujours plaisant ni pour eux ni pour nous, parce qu'à ce moment-là, un comptable va vous demander beaucoup plus de questions, quoi. Donc, je vous ai mis un petit calcul à la fin, donc un objectif de 1000 dollars de profit par mois ou de revenus par mois. Si chaque service rapporte 100 dollars, il vous faut 10 ventes par mois, environ 2 à 3 clients par semaine ou 2 à 3 clients par mois, mais qui vous rachètent toujours votre produit ou votre service. Donc ça, c'est à déterminer si c'est possible ou pas.
Alors, une planification, on va voir l'aspect planification fiscale. Donc, une entreprise doit s'immatriculer, doit s'enregistrer. C'est normalement les choses obligatoires qu'il y a à faire au début. Donc, vous pouvez aller auprès de l'ARC ou Revenu Québec si vous êtes au Québec. Vous pouvez aller en ligne puis faire la demande d'immatriculation de votre entreprise. Ensuite, vous pouvez aussi faire la demande de vos TPS, TVH ou TPS, TVQ. Souvent, ben, vous n'avez pas besoin de le faire normalement en dessous de 30 000 par année. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous attendez les 30 000 et vous le faites à ce moment-là, soit vous le faites au début. Au tout début, ça arrive qu'il y en ait qui le fassent et c'est pas du tout un problème. Au contraire, la seule chose, c'est qu'il faut que vous vous conformiez aux attentes qui peuvent être un rapport de taxes au trimestre ou annuel ou au mois. Donc, ça va dépendre un petit peu. Donc, il faut que vos livres comptables soient à jour assez rapidement par rapport à ça. Un troisième point pardon, que l'on recommande, c'est de mettre 20 à 25 % de vos revenus par mois de côté. Parce que souvent, ce que l'on pense en termes de dépenses, on va penser tout ce qui est logiciel, tout ce qui est bureau, assurance, téléphone, etc. La chose qu'on va moins penser, c'est de mettre de côté pour les taxes et de côté pour les impôts. C'est une pratique que vous devez finalement prendre vous-même parce que vous n'aurez aucune facture à chaque mois, sauf au trimestre ou à l'année avec votre comptable. Et si vous n'avez pas été dans la prévoyance, ben, vous allez peut-être avoir des difficultés au moment de votre déclaration d'impôt ou de vos déclarations de taxes. Encore là, une bonne pratique, vous ouvrez un compte bancaire pour votre entreprise, mais vous ouvrez un sous-compte, vous mettez à chaque mois vos taxes que vous avez ramassées sur vos ventes. Vous pouvez aussi mettre un pourcentage d'impôt selon le montant que vous êtes indiqué par année de gagner. Aussi, si c'est une activité annexe à votre travail actuel, pensez une chose, c'est qu'il peut y avoir une augmentation de votre impôt personnel parce que vous allez peut-être dépasser une braquette dans laquelle vous êtes dans votre emploi salarié. Donc, juste à penser à ça parce que ça peut augmenter aussi. Pensez aussi déduction possible. Donc, il y a une portion de votre loyer qui peut être déduit ou si vous êtes propriétaire, ben, vous avez une portion là où va être votre bureau en fonction du pourcentage qui va être occupé. Vous avez une portion qui peut être déduite des taxes au niveau de la maison. Vous pouvez avoir une portion d'Internet qui peut être déduite. Vos logiciels sont à 100%. Votre téléphone, ben ça va dépendre si c'est votre téléphone personnel ou si la ligne est au nom de l'entreprise. Donc, ça, c'est à regarder. Vos déplacements aussi, vous pouvez avoir votre voiture, les frais de votre voiture, si vous avez à aller voir votre clientèle ou à faire des livraisons, peu importe et tout ça, ben ça peut être déduit. Vous pouvez aussi mettre tout ce qui est restaurant, si vous allez avec un client, etc., etc. Donc voilà. Après aussi, une autre petite chose que je pourrais ajouter là, il y a des logiciels qui se disent gratuits, qui peuvent être utilisés en comptabilité si vous voulez pas forcément aller vers un logiciel payant tout de suite. Mais ça vous permet aussi de faire votre comptabilité autrement que sur un tableau Excel. Le tableau Excel est bien, mais un tableau Excel n'évite pas les erreurs. Et si vous avez une formule qui est mal faite sur un tableau Excel, ben, vous pouvez vous retrouver par exemple sur une déclaration de taxes à avoir quand même un pourcentage d'erreur possible et par la suite avoir peut-être des montants à redevoir au gouvernement avec des pénalités associées. Donc voilà, donc ce que je dirais, c'est qu'au niveau de la planification fiscale, bah, c'est de connaître aussi vos droits pas vos droits, pardon, vos devoirs, excusez-moi. Parce que ça, c'est important de le savoir. Quand vous ouvrez une entreprise, ben, il y a des choses auxquelles il y a des obligations légales annuelles à connaître et voir un petit peu si c'est une mise à jour auprès du registraire. Il peut y avoir tout ce qui est en lien avec vos taxes, aussi en lien avec vos impôts. Vous avez combien de temps après une année fiscale pour, au niveau de déclarer vos impôts, etc., etc. Donc, ok, on a une question qui est un exemple de logiciel gratuit. On en avait un qu'on utilisait qui s'appelle Wave.
je crois. C'est WAVE. Ça, je pourrais vous l'envoyer par la suite, Stéphane, au cas où, là. Mais ça, c'est un logiciel qui a une version gratuite, puis vous pouvez faire vraiment beaucoup au niveau de ce côté-là, quoi. On avait une petite question, Aurore, juste avant, je vais Oui. la lire. C'est juste quelques lignes. Donc, pour les dépenses de lancement, je les ai payées via mon compte perso et je suis en train de prospecter pour ouvrir un compte bancaire pour mon entreprise. Cela veut dire que je dois donner mes relevés perso pour ces premiers mois? Question. Il y en a une deuxième Oui, après. oui. Fait que là, dans ce temps-là, surtout si vous faites affaire avec un comptable, là, et que vous voulez les incorporer à votre entreprise, ça va être important de le faire. Il va vous demander des preuves, ça c'est normal. Donc, il va vous demander vos relevés bancaires. Moi, la chose que je vous invite à faire, c'est de biffer en noir tout ce qui va être de votre perso et qui ne sera pas utilisable pour lui, ou de télécharger votre relevé bancaire en format Excel. Ça peut aider aussi, puis vous pouvez enlever aussi de cette façon-là. Bon, Mais dans ce oui, cas-là, l'entreprise, oui, pardon, dans ce cas-là, l'entreprise est incorporée, dit Lamia. L'autre question, c'est est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, de nous parler des documents requis pour ouvrir ce compte bancaire entreprise? ben, si vous êtes incorporé, ça va vous demander votre certificat d'incorporation. Une première chose, et puis ça va vous demander au niveau des actionnaires, qui c'est qui est là et la majorité que vous avez aussi là. Puis après, vous pouvez voir aussi avec l'institution bancaire, elle va vous demander probablement votre enregistrement auprès du gouvernement. Vous avez sans doute dû recevoir une lettre de l'entité gouvernementale avec votre numéro dessus et ils vont peut-être vous le demander aussi pour avoir une bonne preuve en plus de votre certificat d'incorporation, quoi. Fait que ça, dépendamment, je pense que toutes les banques demandent la même chose, mais je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. On fait pas, c'est pas forcément la chose qu'on fait, nous. On le sait par pratique pour notre entreprise, là. C'était tout pour le moment. Parfait. Donc, en dernier lieu, le conseil que je vous ai donné sur la planification fiscale, c'est que votre première dépense obligatoire, c'est celle que vous ne voyez pas forcément, ce sont les taxes. Fait que ça, c'est, voilà, vous n'aurez pas une facture à chaque fin de mois là-dessus, etc. Fait que c'est vraiment une bonne pratique que l'on recommande à tout notre clientèle, c'est de se garder ce montant-là parce que vous pouvez avoir, vous savez, une entreprise, c'est un cycle de vie. Vous avez une période de votre vie d'entreprise où vous allez avoir une maximisation de revenus qui va rentrer, mais vous avez une période dans l'année, ça peut être des fois l'été ou aux alentours de Noël et début d'année, qui peut être un petit peu plus creux. Et c'est important d'être dans la prévision parce que vous pouvez vous retrouvez dans une situation, on a dernièrement accompagné un client dans ce genre de situation-là, où la dernière année a été un peu plus complexe, mais il n'avait pas forcément eu cette bonne pratique de placer ses taxes de côté, ses impôts, d'être dans la prévision. Ben, quand on est arrivé au moment à la fois des rapports de taxes et puis des rapports, son rapport annuel de revenus, ben, il n'avait pas eu cette prévision-là et il s'est retrouvé finalement à mettre ses fonds personnels parce qu'il n'avait pas eu cette prévision-là. Donc, c'est un petit peu embêtant quand il y a cette prévision-là qui n'est pas faite. Et donc, moi, je vous encourage vraiment à le faire, à prendre ça dès le début en bonne pratique. Et c'est vraiment une discipline à apprendre et qui peut vous aider par la suite dans les périodes de déclaration, etc. Parce que plus vous allez l'avoir prévu en amont, plus ce budget-là, vous vous s'en servirez pas pour éventuellement investir dans des nouveaux projets. Vous saurez que c'est dû au gouvernement puis que vous allez lui redonner. Donc, voilà. Donc on va aller sur l'étape 6 qui est s'y tenir et ajuster. Donc au niveau de votre prix, euh, une chose que je vous recommande, c'est d'assumer vos prix. Quand vous l'avez établi, euh, autant au niveau de votre coût de revient, de votre profit et aussi de votre valeur,
c'est de ne pas forcément les justifier auprès de votre clientèle parce que vous allez avoir des prospects ou des clients qui vont dire oui, mais les compétiteurs font ça, mais oui, mais etc., etc. Des fois, vous pouvez, c'est pas toujours comme ça, mais ça peut arriver. Pourquoi? Parce que vous avez des clients des prospects qui vont vouloir travailler avec vous mais ils seront pas prêts à payer le prix. Et ça, il faut que vous fassiez attention à ça parce que c'est pas forcément un prospect de votre catégorie A, un client. Ça peut être, on a différentes catégories en client. On a du A, du B, du C. Le A étant le top, le B étant le moyen, mais on est capable de fonctionner avec. Le C étant le client qui va pas vouloir payer beaucoup, mais qui va vous faire perdre énormément de temps. Fait que des entrées de jeu au début, quand vous proposez votre prix, c'est une chose à garder en tête. Si vous avez un prospect qui essaye par beaucoup de négocier votre prix et qui ne voit pas la valeur, ben, c'est peut-être quelqu'un, même si vous êtes dans l'acquisition et que vous voulez vraiment acquérir un client, c'est peut-être quelqu'un à laisser aller parce que c'est quelqu'un qui va peut-être donner du trouble plus qu'autre chose. Donc, moi, je vous invite à ne pas justifier votre prix, mais à expliquer votre valeur et à démontrer votre valeur, de dire pourquoi ça vaut la peine de travailler avec vous parce que vous allez être dans les temps, parce que vous allez avoir une flexibilité, parce que vous allez être clair dans vos explications, etc. Créer des forfaits clairs aussi. Si vous faites un devis, moi je vous invite à faire une offre de service toujours professionnelle. C'est plus facile qu'un courriel et je mets mon prix dedans. Ça explique rien honnêtement. Si vous voulez toucher le client qui va rentrer dans votre clientèle A ou B, ça a besoin de plus que ça en général. Donc, un forfait clair. Qu'est-ce que c'est un forfait clair? Ça veut dire combien de temps vous lui proposez de travail par mois pour réaliser finalement le service ou le produit qu'il attend. On va aussi mettre du détail, qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus. Parce que ça va vous protéger aussi. Parce que si vous êtes trop vaste dans votre proposition, le client, lui, va peut-être penser que tout est inclus dans les attentes qu'il a de son côté, qu'il n'aura peut-être pas énuméré, mais qu'il va énumérer au fur et à mesure qu'il va collaborer avec vous. Puis là, vous allez vous dire, bah oui, mais c'était pas ce qui était prévu au début. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à créer des forfaits clairs ou des offres de services très claires. Qu'est-ce qui est inclus? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Quelle est votre valeur ajoutée si ce client-là travaille avec vous? Puis aussi de mettre dans votre offre de service, finalement, ce que vous vous êtes entendu. Moi, ce que je propose aussi souvent, quand on veut faire l'acquisition de clients, mais qu'on pense, qu'on est, peut-être un peu trop élevé ou qu'on pense que le client va pas nous choisir parce qu'il a peut-être déjà reçu, plusieurs offres de services, c'est de proposer un rabais sur X mois. Par exemple, vous pouvez dire, sur, signature d'un an de contrat, je peux vous proposer, un 6 mois ou un 3 mois avec, 100 de rabais par mois, et cetera. Donc, ça des fois, ça va faire signer un prospect avec vous parce qu'il va se dire: «OK, il est capable de faire ce kilomètre extra avec moi, il est capable de me faire cette offre-là». Ça montre aussi votre intention puis que vous êtes prêt aussi à travailler avec. Je vous invite aussi à réévaluer vos tarifs. Alors là, j'ai mis chaque 6 à 12 mois, je dirais plus 12 mois. Ça permet, parce que si vous venez avec votre client tous les 6 mois réévaluer le prix, il va peut-être vous trouver un petit peu embêtant avec ça. Fait que 12 mois, je dirais, c'est la meilleure pratique. En fin d'année, début d'année, souvent, c'est souvent là que vous voyez, par exemple, vos fournisseurs autour de vous, vous augmenter ou vous voyez les prix augmenter autour de vous. On le justifie souvent par l'inflation, et cetera, et cetera. Donc souvent, on fait une petite note au client en décembre et on dit, à partir du 1er janvier, nos tarifs vont être réévalués à temps. Alors, on ne fait pas des réévaluations non plus à 40 ou 50% comme ça, parce que ça, c'est pas comme ça que ça marche, mais vous pouvez mettre, je sais pas, un 2, 5, 10% selon vos objectifs aussi financiers, selon aussi la valeur ajoutée que vous avez apportée au client dans la dernière année. Si vous voyez aussi que votre client est satisfait de votre service, ça, c'est aussi important. Une autre chose que j'ai pas mis dans mon
PowerPoint, mais que je voudrais ajouter aussi, c'est faire un suivi avec vos clients. C'est super important de développer une relation client. Un client, c'est pas juste quelqu'un qui va vous rapporter un revenu, c'est aussi une relation, une collaboration que vous développez. C'est aussi de savoir si le client est satisfait de vos services. S'il n'est pas satisfait, bah pourquoi? Fait que vous pouvez faire un petit Google Form ou peu importe le modèle que vous utilisez, mais vous pouvez faire un petit questionnaire type ou alors avoir juste un suivi téléphonique avec votre client puis savoir comment ça va. Et à ce moment-là, vous allez savoir quand vous faites ce suivi-là si le client est vraiment content de vous, puis s'il dit, bah, oh, t'es vraiment la perle que je cherchais, j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme toi, etc. Ben, ça va vous permettre par la suite de dire, OK, donc il aurait une ouverture parce qu'il voit mon expertise, puis mon expertise, elle grandit avec le temps, fait que mon expertise, sa valeur, elle augmente aussi. Donc voilà. Donc la petite phrase clé sur cette étiquette-là, c'est votre prix doit évoluer avec votre expertise. Et ça c'est une réalité. Quand vous êtes dans votre année 1, vous allez faire vos armes d'entrepreneur, je dirais. Après, dans votre année 2, 3, ben là, vous les aurez fait, puis votre expertise, elle va grandir, et puis vous allez vous former aussi. N'arrêtez jamais aussi de vous former à côté, quoi. On arrive sur la dernière slide, mais peut-être avant d'aller sur Question. celle-là, si vous avez des questions, c'est ça. On a une petite question. Dans le cas d'une année sans revenu, est-ce que vous avez des suggestions ou points importants à suivre? Dans ce cas-là, c'est probablement ce qui va arriver pour mon cas, car nous sommes presque en fin d'année. Ben, vous devez voir avec votre comptable, mais c'est sûr que vous allez être en perte à ce moment-là, mais vous avez quand même des dépenses sur votre entreprise. Donc ça, je ne sais pas si c'est une incorporée ou pas incorporée, solopreneur ou peu importe, mais c'est à voir après avec votre comptable, mais vous êtes tenu de faire votre déclaration. Si vous avez très peu de revenus, mais que vous avez des dépenses, ben, c'est sûr qu'elle va être en perte, mais vous ne paierez pas d'impôt normalement sur quelque chose comme ça, une situation comme ça. Mais vous devez vous tenir, surtout si elle est déclarée, votre entreprise, vous devez déclarer vos revenus et vous devez vous tenir aux obligations qui sont de produire votre déclaration de revenus annuels. C'est tout pour le moment. C'est tout. OK. Fait un petit récap, donc on arrive à la dernière vignette, fait que n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir une mise en contexte ou si vous avez, vous, une propre situation que vous voulez partager, je vais vraiment être là pour répondre aussi. Donc un petit récap, la première chose qui est très importante, c'est connaître vos coûts, donc faire une liste de vos dépenses, que ce soit fixe ou non fixe, fixer une marge juste par rapport à votre marge de profit, etc., pour que vous puissiez avoir finalement, parce qu'il faut que vous compreniez une chose qui est très importante, c'est que le temps administratif avec cette marge va être rémunéré. Vous pouvez vous servir de cette marge pour rémunérer votre service administratif ou les choses comme ça, ou les paiements de sous-traitants ou des choses comme ça. Budgétiser et planifier vos taxes. Ça, c'est super important. Je pense que je vous l'ai pas mal dit dans notre rencontre. Puis, assumez vos prix. N'ayez pas honte du prix que vous allez mettre, mais par contre, peut-être pour être plus attractif, proposer un rabais sur 3 mois, sur 6 mois. Ça vaut souvent le coup. Ça vaut la peine de faire une annonce comme ça dans votre marketing aussi. Vous allez voir que c'est assez attractif, que vous pouvez signer de la bonne clientèle de cette façon-là aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient peut-être prendre la parole? Oui, on a voulu réserver quelques minutes pour des échanges en fin de session. Donc, c'est le moment si vous avez des questions. On va vous laisser le temps de les écrire. Si vous voulez prendre la parole, à nouveau, on n'est pas un grand groupe, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois qu'il y a une petite main levée. Il s'agit de Iman. Iman. Voilà. Oui, merci pour la présentation. En fait, j'ai une question par rapport, lorsqu'on parle aussi des produits au lieu de services, comment ça pourrait fonctionner pour les rabais qu'on peut proposer, par exemple? J'imagine que c'est un peu différent, surtout pour ajuster un peu la marge du prix.
Oui, ben, alors ça, après, ça serait c'est de voir peut-être plus au côté stratégie marketing, mais vous pouvez peut-être un rabais, ben, proposer une livraison gratuite, par exemple. Ça, c'est Mhm. des choses des fois que l'on voit dans du commencement aussi de produits, donc livraison gratuite ou alors vous avez jusqu'à telle heure ou telle date et vous aurez, je sais pas, 5 dollars de rabais ou vous pourrez en Mhm. acheter un pour deux, peu importe quoi. Fait que ça, il y a des petites choses à faire ou alors vous pouvez dire qu'au produit que vous vendez, ben, vous pouvez peut-être donner un autre échantillon de quelque chose ou quoi que ce soit. Fait que des fois, Ok. ça peut intéresser aussi les clients, là. Ok. J'ai une autre question par rapport par rapport la marge là. Est-ce que ça pourrait fonctionner aussi dans les premières années? Donc, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les premières années sont un peu, on est un peu négatif là. Donc, je me demande comment ça pourrait fonctionner pour fixer une marge, surtout pour les premières années d'une entreprise. Mais votre marge, elle est importante de la calculer dès le début, hein, parce que votre marge, Mhm. justement, ben, elle va englober certains coûts associés à votre entreprise. Fait que juste le coût, par exemple, là, de ce que je comprends, vous êtes dans les produits, Iman, mais Mhm. au niveau des produits, ben, vous allez avoir des achats et de ces fameux produits, mais vous allez avoir aussi la livraison probablement à payer jusqu'à chez vous. Vous allez avoir du temps administratif pour de la commande autour de ça. Vous allez avoir des logiciels peut-être aussi à voir parce que je ne sais pas si vous allez utiliser peut-être Shopify, je vais dire ça comme ça, mais Mhm. pour vendre vos produits, ben, ça, c'est des logiciels qui sont payants. C'est des dépenses qui font partie. Fait que votre marge est importante parce qu'elle va pouvoir couvrir une partie de ces frais aussi, là. Ok. Oui, OK? effectivement. Puis elle va vous Merci. permettre ben, de pouvoir aussi, cette marge va vous permettre aussi d'avoir un profit qui va vous permettre finalement de tranquillement investir et préparer une croissance par rapport à ça. Parce que si vous faites seulement votre prix de vente moins les dépenses, vous n'aurez pas de marge, mais ça veut dire que vous ne ferez pas grandir votre entreprise derrière. Ok. Vous allez avoir des limitations pour faire connaître vos produits. Bah, il faut penser à un budget marketing. Qui dit budget marketing, il faut se faire connaître. Vous avez un Shopify, il faut un site Internet. Il faut quelqu'un qui entretienne votre site Internet. Même si il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même, c'est souvent ce qu'on fait au début. Mais ce temps que vous investissez dans tout ça, c'est du temps que vous ne pouvez pas investir forcément dans le développement aussi. Donc, quand vous comptez une marge, ça vous permet tranquillement, pas vite, de vous dire, je le fais en début, mais à un moment donné, je vais pouvoir aussi peut-être le déléguer à quelqu'un, ou alors je vais pouvoir investir dans l'automatisation, etc., etc. Mhm. Ok. Merci. Isabelle, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Alors, merci Aurore, c'était une belle présentation et merci à Stéphane aussi pour l'opportunité. En fait, moi, j'avais une question. Ça fait quelques mois que j'ai ouvert mon entreprise. Donc, j'ai un numéro de compagnie qui a 10 chiffres et puis un numéro de clé de compagnie qui a 9 chiffres. Mais oui, mais quand je tape le numéro de compagnie, je ne la vois pas en fait, sur le registre et tout. J'arrive pas à le voir, mais pendant que quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai reçu ces mails-là, genre, c'était ça. Après, j'ai essayé de contacter les ARC. Ils ont dit, il va Mhm. falloir que je fasse une demande de TPS et tout pour avoir le numéro d'impôt parce que moi, j'offre le service. Et du coup, c'est ce que j'avais pu faire, mais ça marchait pas en ligne. J'ai pu envoyer, ma demande par la poste, donc j'attends toujours. Mais, actuellement, parce que mon travail, c'est plus le service, rente de service et tout, je vends mes services, il va falloir que je me déplace. Alors je suis en train de vouloir acheter une auto pour, l'entreprise, mais je n'ai pas encore comment ça s'appelle? Je n'ai pas encore un compte d'entreprise parce qu'avec le numéro que je dois recevoir, c'est sur base de ces numéros que je peux ouvrir un compte d'entreprise. Et Ouais. je me demandais, il y a une question qui me tourne dans la tête depuis un moment. Qu'est-ce
l'auto doit être au nom de mon entreprise ou à mon nom. Parce que j'aimerais déclarer ça à la fin. Comment ça se passe? Parce que si je le déclare à mon nom comme personne simple comme ça, genre Isabelle, est-ce que ça aura le même effet que si je le prenais au nom de l'entreprise? Je comprends pas. C'est d'abord ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, j'ai commencé à travailler avec une entreprise qui est à Québec. Ça fait quelque temps, genre 3 4 mois. J'offre des services, mais normalement, chaque fin du mois, je dois établir une facture Ouais. pour être payée. Mais je n'ai pas encore le numéro de TPS pour établir la facture et tout. Alors, je me demande, quand j'aurai le numéro en question, est-ce que je suis dans le droit ou d'établir même des factures antérieures? Est-ce que je peux faire ça au même moment ou bien je dois commencer quand j'aurai mon numéro d'entreprise? Je ne sais pas un peu dans ce sens-là comment ça fonctionne. Oui. OK. Fait qu'on va commencer peut-être par la première question. Moi, j'aurais une question sur votre première question. Est-ce que vous êtes incorporé ou solopreneur? Solopreneur, mais je vais être incorporée parce que ça sera au-delà de 30 000, OK, donc vous voulez le coût vous... annuel. OK. Ouais. OK, vous avez incorporé parce que souvent on incorpore plus tard, mais OK. Euh, OK, puis votre question par rapport à ça, c'était par rapport par rapport à la voiture. La voiture, vous voulez l'acheter parce que dans vos services, vous avez beaucoup de déplacements à Oui, faire? OK, oui. donc vous allez l'acheter au nom de l'entreprise, c'est ça? Mais je sais pas parce que actuellement, je ne sais pas si je dois l'acheter au nom de l'entreprise ou bien au nom, parce que normalement, pour l'acheter au nom de l'entreprise, il faut donner les informations de l'entreprise, mais je n'ai pas encore le numéro d'entreprise en question et je n'ai pas encore un compte en banque. Je ne sais pas si Ouais, ça fonctionne comme ça ou pas. Donc, c'est là que je suis un peu bloquée, mais c'est vraiment pour l'entreprise parce que je me déplace vraiment beaucoup pour ça. OK, parfait. Fait que, ben ça serait, c'est sûr que si vos services nécessitent au moins 80% de déplacement, etc., vous pouvez la passer sous l'entreprise, mais il faut que votre entreprise soit immatriculée de partout, puis la conformité aussi, bah, il faut voir, est-ce que vous avez, je sais pas, je connais pas vos revenus, hein, fait que je sais pas Mhm. du tout actuellement ce que vous rentrez, etc. Mais est-ce que aussi vous êtes en mesure de la payer cash parce que une entreprise, ben, une banque ne fera probablement pas de crédit à un jeune entrepreneur pour une voiture, là. Donc ça serait à voir parce qu'il y a une limitation, ils regardent vos revenus sur la dernière année ou etc. Donc ça serait à voir si c'est possible. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est l'acheter à votre nom propre à vous. Puis vous faites, ça serait, je pense, la meilleure stratégie à l'état actuel des choses. Et ce que vous faites, c'est que vous faites un compte de dépenses mensuel au niveau de votre entreprise et vous faites rembourser un montant X par rapport à votre voiture. Ah, d'accord. Mais non, et puis comme Iman l'a dit, elle a si bien dit, parce que la première année a toujours été un peu compliquée. C'est plus l'année qui nous permet de faire connaître, on est plus dans, bah, en fait, pour faire connaître l'entreprise, on parle de l'entreprise, on fait des trucs pour ça. Mais ce que je vais avoir, peut-être le revenu que je vais avoir, ce serait pas comme le revenu, comme ça sera pas comparable aux dépenses à la dépense que je ferais pour peut-être pour l'auto. Et je ne sais pas parce que ouais, l'entrée ne va pas couvrir totalement l'auto et tout. Mais ça, je prendrai pas comme en cash. Il va falloir que je prenne par mon compte personnel. Et ça aussi, parce que depuis 5 mois, je me suis consacrée totalement à mon entreprise pour essayer de le faire évoluer. Donc, pas d'autres revenus de l'autre côté, juste ça qui m'aide à avancer. Bah, je ne sais pas vraiment.
si c'est la bonne stratégie ou pas, ou si vous avez des conseils à me prodiguer par rapport à ça pour essayer d'avancer un peu plus, je sais pas. Ben, c'est sûr que c'est pas forcément ce qu'on recommande de mettre une telle dépense dans une entreprise au début parce que il faut faire grandir votre entreprise. Donc, c'est pas forcément là qu'on vous dit de faire la plus grosse dépense. Aussi, si, ben, après, ça dépend si vous avez mis un fonds dans votre entreprise ou pas, là. Est-ce que, peu importe ce que vous avez investi, mais c'est parce que une banque, normalement, ne vous prêtera pas d'argent pour un achat de voiture, là. C'est rare qu'il y ait ça, ou alors il faut vraiment qu'il y ait des fonds investis qui soient conséquents, puis il faut qu'il y ait des revenus conséquents. Fait que là, j'entends qu'il n'y a pas forcément de revenus, donc je pense pas qu'une banque va vous prêter. C'est pour ça que la meilleure stratégie est de passer sur votre perso. Et Ok, puis, c'est sûr que vous n'aurez pas forcément de revenus tout de suite avec votre entreprise. Donc, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire de compte de dépenses, etc. Mais c'est au niveau après, peut-être, ça peut être comme une avance. Il y a des catégories qui peuvent être faites avec au niveau de votre tenue de livre de ce côté-là, là. Mais ça, c'est une stratégie financière qu'il faudrait mettre en place et qu'il faudrait voir avec un comptable éventuellement par rapport à ça. ah, d'accord. Puis, pour répondre à votre deuxième question qui était par rapport à vos taxes, tant que alors, il faut savoir qu'il y a un aspect légal quand vous chargez des taxes sur une facture, il faut que vous ayez votre numéro de taxe sur la facture. Donc, ma réponse à cette question-là, c'est que pour le moment, chargez vos revenus sans taxe parce que vous n'êtes pas encore inscrit, le processus n'est pas finalisé. Vous n'avez pas de revenus de taxes. Donc, vous allez faire la déclaration de vos taxes à partir du moment où vous allez avoir votre fameux numéro de taxe. Ah, d'accord. D'accord, parfait, merci. Puis Isabelle, j'ai une autre question. C'est moi qui ai une question dessus, pardon, mais vous êtes incorporée en Ontario ou au Québec? Ontario. OK, fait que tout à l'heure, vous avez mentionné deux chiffres. Il y en a un, c'est votre incorporation au niveau de la province, qui celui-là sert au niveau de la province, puis l'autre, c'est vraiment celui qui sert au fédéral. Fait que celui avec qui vous devez communiquer avec l'ARC, c'est celui du fédéral. Ok, parfait, merci. De rien. J'en profite rapidement. Lamia a une question. Juste rapidement, j'en profite pour vous dire si vous avez des questions particulières à la suite de cet atelier, sachez que la FGA a un service de conseil personnalisé. Donc, vous pouvez nous appeler, nous contacter pour nous poser vos questions et on se fera un plaisir de vous aider à ce moment-là. Je vais vous mettre les coordonnées de la personne qui a envoyé un courriel à la FGA et puis je vais laisser Lamia poser sa question. Avec plaisir, Isabelle. Merci, je peux y aller? Allez-y. Oui, merci déjà pour la présentation et puis pour les réponses tout à l'heure, Aurore. Puis merci d'avoir souligné parce que je pensais que j'avais fini toute la démarche parce que je me suis incorporée au mois de juillet. Et là, je viens de me rendre compte qu'il fallait encore une autre étape pour déclarer auprès de l'ARC parce que bon, j'ai eu pas mal de... Je vous ai parlé des détails, mais j'ai eu pas mal d'autres soucis à gérer personnels. Du coup, c'est passé un peu au second plan. Ma question, c'est aussi par rapport à une dépense que je prévois déjà d'avoir, mais je ne sais pas exactement comment l'aborder. Je vais donner les grandes lignes. En tout cas, moi, mon entreprise, elle est dans le coaching, donc Ok. career coach et leadership. Euh, En fait, il y a une formation parce que, bon, en tant que coach, moi, je veux faire les choses dans les règles de l'art. Donc, j'ai déjà fait des formations et tout. Ça fait plus d'1 an. Donc, j'ai payé parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore toute la stratégie pour lancer mon entreprise. Mais il y a une formation qui va être la plus, on va dire, conséquente et puis avec laquelle je pourrais être certifiée auprès de l'ICF, donc l'organisme international de coaching et c'est le plus gros budget pour l'année prochaine. Donc, ma question, parce que la confusion que j'ai, quand vous avez parlé tout à l'heure d'actionnaire, donc je serai actionnaire unique, donc je sais qu'il faut que je fasse quand même une rencontre, une réunion avec 1 minute pour que je puisse acter combien d'actions avec le prix et tout ça. Mais ma question, où est-ce que j'ai de la confusion, c'est par rapport au montant de la formation. Est-ce que je mets cela plus dans le capital et puis que je pourrais faire la dépense? Ou est-ce que c'est de mes
enfin, de toute façon, ça va être mes propres fonds. C'est moi qui vais mettre l'argent dans l'entreprise. Mais vu que c'est à ça, en fait, que je pensais, puis j'arrive pas à trouver la réponse parce que je vais trouver un comptable, mais c'est ça. Donc, je sais pas, est-ce que je mets tout le montant dans le capital, puis après, ça va être les dépenses que je vais utiliser, puis je ne sais pas après comment ça va être ventilé, ou est-ce que je mets un montant symbolique, la moyenne, là, pour l'entreprise et puis que je mets ça comme des fonds propres que j'injecte dans l'entreprise. Donc, c'est là où j'ai une grosse confusion. Ben, ça peut être mis dans votre... vous pouvez le mettre dans le capital puis que vous vous servez de ce montant pour payer votre formation. Parce que ça va être votre montant de base que vous allez investir dans votre entreprise. Fait qu'après, vous en faites ce que vous voulez avec ça. Mais c'est sûr que moi, je vous conseillerais d'utiliser les fonds que vous allez mettre dans votre entreprise pour pouvoir payer cette formation, pour que ça devienne une dépense d'entreprise et que ça rentre dans votre rapport d'impôt d'entreprise au niveau formation, quoi. Ça veut dire que, par exemple, je mets comme le capital d'entreprise 1 000 $ avec, je ne sais pas, 100 actions à 10 $ et après, le montant de la formation, je le mets comme des fonds injectés, moi, la mienne, pour l'entreprise et que je rentre ça comme des dépenses, c'est ça? Ouais, en fait, vous pouvez mettre vos actions, vous pouvez mettre à $1, hein. Ça peut être $1 OK. symbolique. Après, c'est un investissement de l'actionnaire qu'on appelle ça. Fait que OK. ce que ça va passer dans votre tenue de livre, c'est que c'est comme le capital que vous allez avoir investi à la base, qui va être un capital, je sais pas, de 5 000, 10 000, on peut mettre n'importe quel montant, ou $1 000 si vous voulez. Mais ça, ça va être dans la traçabilité de votre capital de départ. Fait que ça va être, si jamais à un moment donné, vous décidez de vous associer ou peu importe, blablabla, ou vous revendez votre entreprise, ben, c'est aussi des choses que vous pouvez récupérer. Mais en le mettant de cette façon-là, c'est un capital qui va être marqué dans vos livres. Après, les fonds, vous vous en servez comme vous voulez. Fait que les montants rentrant dans l'entreprise, on va les justifier comme du capital de l'actionnaire. Par contre, ce montant utilisé, lui, va être attribué à des dépenses ou peu importe quoi. Mais ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un problème derrière, hein. À votre Je écriture, me il suis va y avoir créé deux un... écritures. Mhm. Il va y avoir deux écritures comptables. Vous allez avoir une écriture comptable pour le capital avec les fonds rentrants, puis en fonds sortants, ça va être le montant de votre formation. Fait que ça va être mis dans un compte formation par rapport à ça. Et donc, Est-ce vous que me ça arrive? conseillez qu'une fois que je mets le capital à la banque, ben, je mets le montant global, y compris la formation, pas d'injecter l'argent par la suite, right? J'ai bien compris? Oui, ouais, moi je le mettrai dans le capital parce que il faut vous expliquer chaque montant rentrant et chaque montant sortant. Fait que si vous avez prévu de faire cette formation puis qu'elle coûte X, ben moi je vous inviterai à le mettre maintenant, comme ça rentrait dans votre capital. Puis après ça, ben après vous l'utilisez comme vous voulez, quoi. Plutôt que de le faire rentrer après, parce que bon, ben, après ça peut être des avances à actionnaires aussi. Ça rentrerait pas dans le capital, mais pas des avances par l'actionnaire. On peut le comptabiliser autrement, quoi. Mais si vous êtes à vos débuts, qu'il n'y a pas encore des fonds, vous n'avez pas encore acté, moi, je le prévoirais là. C'est sûr que la seule chose, ça va être une dépense d'entreprise. C'est un montant que vous ne pouvez pas forcément récupérer vous maintenant. Donc, c'est un capital qui est là pour le moment, quoi. Ok. Alors que si je fais apport de fonds par actionnaire, ça, je pourrais le récupérer par la suite si jamais, par Bon, exemple, je veux commencer à me verser des salaires ou des choses comme ça sans payer oui. d'impôt dessus, right? Ben, vous pouvez faire un remboursement par l'actionnaire, ouais. Pour l'actionnaire, là. Après, ouais. Ok. Ça veut dire que fiscalement, c'est mieux que je ne le mette pas dans le capital, mais pour faire les choses simples, il vaut mieux que je le mette dans le capital. Ça, j'irai parler avec un comptable CPA par rapport à ça, par exemple. Moi, j'ai vraiment des connaissances de base, et etc. Ok. Là. C'est pas, dans mon entreprise, c'est pas moi la CPA, là, fait qu'il faudrait parler avec une CPA un Ok. CPA par rapport à ça, là, pour avoir la meilleure stratégie, en exposant aussi l'entièreté de votre situation, vous aurez de meilleurs conseils de cette façon-là, je pense. Déjà, Puis je merci pense, pour c'est ce que les éléments. disait Stéphane. Je pense que Stéphane, c'est ce qu'il disait aussi. Je pense qu'il y a vraiment un service au niveau de la FGA par rapport à ça, là. Oui, vous pouvez nous contacter pour des questions de ce type. On pourra vous Ok. recommander des Super. personnes compétentes.
Super, parce que Euh, déjà, merci, parce que ça m'enlève que c'est pas vrai, c'est pas un vrai problème. C'est juste, il faut savoir comment le faire administrativement, alors que moi, je pensais que ça allait être un problème. OK, merci beaucoup. Oui, j'ai- c'est jamais un problème. La seule chose, c'est de peu importe ce que vous allez injecter, c'est avec votre comptable derrière que vous devez définir ça dans le fond. Fait que ça c'est important. Peu importe les fonds que vous allez déposer, c'est après de définir. Normalement, ça rentre comme un capital, mais une partie, vous pouvez peut-être le mettre à avance par actionnaire pour être remboursé de ce montant-là, par exemple. Mais ça, c'est vraiment à voir avec un comptable, hein, ces stratégies-là, parce que lui va pouvoir beaucoup plus vous renseigner et vous donner des conseils surtout par rapport à finalement à ce qui vous attend devant vous. Moi, aujourd'hui, je ne connais pas du tout votre plan de match, fait que ça serait pas forcément super positif que je puisse vous conseiller là-dessus, là. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, pour les Voilà, j'ai mis éléments. les coordonnées de notre collègue Lina Ravelo-Jaona. Donc, prenez le deuxième courriel. J'avais fait une petite erreur dans le premier courriel. Donc, vous pouvez lui envoyer un courriel et fixer une rencontre avec elle. OK. Ça me fait penser à une petite question au passage, et je crois qu'on va bientôt terminer la session et prendre peut-être encore une question. Mais quand on a une activité en parallèle de son emploi, qu'on démarre, qu'on n'a pas des moyens forcément énormes ni des revenus énormes, à quel moment prend-on un comptable? Est-ce que c'est recommandé de le prendre dès le départ ou ça peut être décidé par la suite? Est-ce que vous avez une recommandation par rapport à ça, Aurore? Alors, souvent, alors la chose qu'on voit souvent, on veut souvent faire des économies au début, puis on porte un entrepreneur, il va porter toutes les casquettes. Mais c'est pas parce que vous portez toutes les casquettes que vous avez toutes les expertises. En tenue de livre, une tenue de livre, si vous moi je dirais que quand vous commencez à faire des ventes régulières, il faut que vous puissiez avoir quelqu'un qui fasse votre tenue de livre, surtout si c'est pas votre expertise, parce que vous n'allez pas forcément catégoriser correctement vos écritures, vous n'allez pas savoir forcément comment les faire, puis ben, vous allez arriver en fin d'année, si en plus si c'est un à côté que vous êtes solopreneur ou n'importe, votre comptable va passer beaucoup plus de temps à ce moment-là et ça risque de peut-être vous coûter plus cher. Fait que soit vous vous formez. Souvent, ben, on veut quand même rester centré sur notre corps de métier, puis pas aller se former partout, là. Soit vous faites affaire à quelqu'un, une tenue de livre, honnêtement, c'est pas forcé de commencer très cher. Si vous êtes une petite entreprise, il y a beaucoup de gens qui font des petits forfaits, etc., quoi. Donc, voilà. Puis moi, je vous conseille vraiment, voilà, si vous avez une récurrence de revenus qui va au-delà, je sais pas, de 1 500 $ ou plus, et que vous avez des dépenses associées, il faut fermer même plus au-delà de ça, et que vous avez des taxes, c'est surtout quand vous avez des taxes, vous chargez des taxes, qu'il y a des rapports de taxes à faire. Moi, je vous invite à vraiment faire affaire avec un technicien comptable, pas forcément un comptable, mais un technicien comptable qui, lui, va faire votre tenue de livre. C'est pas un CPA. Mais à la fin de l'année, bah, vous allez voir un CPA éventuellement si vous êtes une incorporée ou autre. Mais il va vous faire votre tenue de livre beaucoup moins cher qu'un CPA. Mais au moins, lui va avoir la spécialité et la connaissance pour faire une tenue livre. Tandis que vous ne l'aurez pas, fait que votre premier rapport de taxe ça risque d'être difficile pour vous parce que vous aurez peut-être mal comptabilisé les choses. Vous allez vous retrouver qu'aussi bien vos revenus seront corrects, mais les dépenses mal catégorisées ou peu importe, etc. Ou alors vous avez ajouté des revenus qu'il ne fallait pas ajouter ou vous n'avez pas vu les erreurs qu'il peut y avoir, puis vous allez vous retrouver à payer des taxes alors que normalement vous n'auriez peut-être pas de taxes à payer. Fait que, ou vice-versa, vous allez vous retrouver à avoir un rapport que vous allez mettre à zéro, puis vous auriez eu des taxes à payer. Fait que moi, je dirais, dès que vous commencez à rentrer des revenus, puis surtout si vous avez des taxes associées, moi, je ne prendrais pas le risque. Je prendrais un technicien comptable. Il y en a beaucoup hein, qui donnent ce service-là. Donc, vous pouvez voir avec des personnes comme ça. Parfait, merci Aurore. Alors, si jamais il y a une dernière question, sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on termine la session. Aurore, je vais vous laisser peut-être 2 petites minutes pour vous parler de votre entreprise, AB Solutions Admin, et puis on s'arrêtera là.
Oui, tout à fait. Merci Stéphane, puis merci pour l'opportunité. Donc, AB Solutions Admin, c'est une entreprise qui offre des services en administratif pour la gestion d'une entreprise et aussi en tenue de livre. Donc, c'est une entreprise qui a vu le jour il y a un peu plus de 7 ans. Moi, je suis beaucoup plus côté administratif. Je développe aussi l'entreprise, mais voilà. Donc, on opère tout ce qui est tenue de livre. On opère aussi tout ce qui est gestion administrative, suivi clientèle, facturation. Payroll de paye, etc., etc. Voilà. Puis, si à un moment donné, vous pourriez avoir besoin d'aide ou n'importe, vous savez aussi vous pouvez venir taper à notre porte, ça nous fera plaisir. Voilà. Vous avez un site internet, je crois, Aurore, hein? Oui, on a un site Oui. internet, on est présent sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Donc voilà, beaucoup plus sur LinkedIn, là, mais vous pouvez nous trouver là, quoi. Et donc, le nom de l'entreprise, c'est AB Solutions Admin, Sur- c'est bien ça? Oui, Inc, ouais, on a incorporé, ouais. Vous pouvez nous trouver. Est-ce que vous voulez que je mette le site internet où vous le mettez, Stéphane, là? Oui, vous pouvez Ok, le mettre pendant que ouais. je clôture. Voilà, en effet, si vous pouvez le mettre dans le chat, ce serait parfait. Alors, c'est pour tout le Canada, vos services, Aurore? On est plutôt sur l'aspect francophone. On commence à faire le côté anglophone aussi. Mais sur tout le pays, hein, pour tout Oui, c'est sur tout francophone, le quel que pays. soit. Oui, Ouais. oui, 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 on travaille vraiment partout là. Puis on travaille à distance, donc on est des services en ligne. On ne se déplace pas chez notre clientèle. Et au niveau administratif, on est une équipe d'adjointes virtuelles à différents niveaux, que ça peut être du service à la clientèle jusqu'à la direction, etc. Donc, on opère pour nos clients. Parfait. Bah, écoutez, merci Aurore pour cette super présentation. Je pense que tout le monde a beaucoup appris. Il y aura certainement des questions par la suite. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à contacter la FGA. Encore merci pour cette présentation, pour toutes ces informations et ces bons conseils. Et puis merci à toutes et à tous pour votre participation. Je vous rappelle que le programme continue. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet de lettres, dont on parle tout le temps, c'est IA. Donc on va parler d'intelligence artificielle au service aussi du marketing, de la communication. Donc ce sera la semaine prochaine, même jour, donc mercredi, même heure, 18h30. N'oubliez pas donc d'assister à cette session. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. Encore merci Aurore et merci à Avec toutes et à plaisir. tous. Merci à tous. Et à très Merci, bonne bientôt. soirée. Bonne soirée. Bonne Au Bonne soirée. revoir. soirée à tous. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.